belle, la terre. Qu'elle est belle, avec ses ciels changeants, ses océans bleus, ses continents, ses îles, ses promontoires. Hervé Hamon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vient de paraître aux éditions Plomb il y a quelques jours le dictionnaire amoureux des îles. Alors c'est pas un guide touristique des îles, c'est pas non plus une compilation de cartes postales idylliques aux couleurs saturées, c'est plutôt une suite d'histoires d'îles. Pourquoi vous avez dit oui aux éditions Plomb pour ce dictionnaire ? Parce que les îles, ça fait partie de moi. Je suis né devant, je suis né au bord de la mer et tout petit j'ai vu l'effet de la marée, j'ai vu les îlots qui apparaissaient, disparaissaient. Je suis allé vers les îles dès que j'ai pu naviguer, je sais pas, je devais avoir 5 ans avec mon père. Et donc oui, ça fait partie de mon champ de vision. Et surtout j'ai appris une chose, c'est que c'est la mer qui fait la terre et pas le contraire. C'est-à-dire que les îles sont importantes en ce qu'elles nous obligent à adopter le point de vue de la mer. Il y a 80% de ce qui couvre la planète, c'est de l'eau, et le reste c'est de la terre, et les îles ce sont des montagnes sous-marines émergées. Alors qu'on les voit plutôt comme quelque chose de posé souvent. Oui, c'est comme ça, un on les voit navire. comme des bateaux à l'ancre, et ça c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. Même l'île de Sein, qui est à 80 cm au-dessus de l'eau, eh bien c'est une montagne. Et les îles, en fait, nous font penser à ce qu'il y a de plus secret sur cette terre, c'est-à-dire les abysses, c'est-à-dire le fond du fond de la mer, et ce que nous connaissons le moins. Et en cela, elles sont toutes mystérieuses. C'est un fantasme, une île, Hervé Hamon, c'est un morceau de terre indépendant, entouré d'eau. Pourquoi ça nous fascine tant ? Ou en tout cas peut-être alors de manière plus personnelle, qu'est-ce qui vous fascine tant ? Je crois que je partage quelque chose avec mes semblables, c'est que avant d'aborder l'île, l'île c'est le voyage vers l'île, et c'est l'imaginaire de l'île. Et comme toutes les îles sont différentes, nous avons une profusion d'imaginaire. En plus, les raisons pour lesquelles les gens ont voyagé vers les îles sont incroyablement différentes. Il y a le touriste, bien sûr, mais il y a le missionnaire, il y a le conquérant, il y a celui qui rêve de se trouver roi d'une terre pure. Il y a tous les déportés, tous les exilés. Les îles ont été à la fois des lieux d'enchantement et des lieux tragiques. Oui, et ça c'est très fort dans votre ouvrage. C'est bien pour ça que je disais que c'était pas une suite de cartes postales, c'est que vous racontez les histoires, et toutes les histoires, vous racontez les romances comme les drames. Et effectivement, les îles ont été des prisons comme des îles paradisiaques. Oui, c'est ça. Il y a les îles Palaos, par exemple, qui sont en Micronésie. Ce sont des îles absolument formidables qui se sont adaptées au réchauffement climatique et qui se protègent avec le récif corallien le plus fantastique qu'on puisse rêver aujourd'hui. Mais les îles, c'est aussi Sakhaline, qui était le bagne tsariste, c'est aussi les îles du Salut en Guyane, où le malheureux Dreyfus a été déporté. Ce sont aussi les îles des migrations. Je pense aujourd'hui à Lampedusa, à Lesbos. Les îles, c'est à la fois les îles du plaisir et ce sont les îles de la tragédie. Quelquefois d'ailleurs les deux à la fois ou à des moments différents. Pourquoi on trouve autant d'îles dans la littérature ? C'est parce qu'elles portent haut l'imaginaire, comme vous le disiez à l'instant ? Oui. D'ailleurs,
d'abord, je me suis servi de j'ai été mon propre matériel, en ce sens que je me suis servi évidemment des îles que j'ai visitées de par le monde. À la fois mes îles proches, celles qui vont de Chausey à l'île de Sein en passant par Ouessant, Bréa, etc. Mais je suis allé dans bien d'autres endroits. Je suis allé au Japon, je suis allé au Groenland, je suis allé à Madagascar, etc. Mais je me suis appuyé aussi sur les écrivains qui ont énormément produit sur les îles. Je prendrai un seul exemple, c'est celui d'Herman Melville aux Marquises. Quand Melville a 23 ans, quand il débarque aux Marquises, il est à ce moment-là matelot sur un navire baleinier qu'il fuit d'ailleurs parce que c'est la schlag sur ce navire, et il se réfugie dans une ethnie qu'on lui avait dit d'ailleurs de soigneusement éviter parce que c'était des cannibales, et les cannibales le traitent absolument fastueusement. Et Melville nous raconte les Marquises de 1830, exactement comme Tchekhov nous raconte Sakhaline en 1890, etc. Enfin, ou comme bien sûr Victor Hugo nous parle de Guernesey, où pendant 15 ans il s'est réfugié contre Napoléon II. Votre dictionnaire, votre dictionnaire Hervé Hamon, il est amoureux, mais c'est pas un amour aveugle, si je puis dire, parce que vous êtes parfois critique, en colère, vous êtes un amoureux déçu aussi, en tout cas exigeant. Je pense évidemment à notre Mont Saint-Michel normand, qui n'a pas forcément vos faveurs aujourd'hui, en tout cas. Ah ben c'est pas le Mont Saint-Michel en lui-même, c'est-à-dire le Mont Saint-Michel, je l'adore. Et moi, j'ai pas de chauvinisme. j'ai pas de chauvinisme. Votre breton est normand. J'adore le Mont Saint-Michel et j'adore Chausey. Je dirais que Chausey, c'est dans le top 5 de mes îles préférées. Mais le Mont Saint-Michel, c'est ce qu'on en a fait. C'est-à-dire le Mont Saint-Michel en lui-même, il est superbe. Je le connais fort bien. Je l'ai, si je puis dire, vraiment exploré de la cave au grenier. Mais que ça soit devenu une sorte de must touristique où les gens viennent faire un selfie devant le Mont Saint-Michel sans même gravir les rues et les escaliers pour aller jusqu'à l'abbaye, c'est quelque chose qui m'effare, qui me navre. Et je pense que pas mal d'îles dans le monde sont menacées par cette folie du tourisme de masse. Je pense en particulier à l'île de Pâques. J'ai consacré pas mal de lignes à l'île de Robinson, là où il y a eu effectivement un vrai Robinson qui s'appelait Selkirk, et c'est au large du Chili, j'y suis allé, mais j'ai zappé, si je puis dire, l'île de Pâques, parce que justement l'île de Pâques croule sous un tourisme épouvantable. Ça dénature l'île ? Oui, bien sûr, ça la dénature. Quand c'est à ce point, il y a des endroits où le tourisme est respectueux, tranquille, et d'ailleurs l'accueil du même coup se fait lui-même respectueux et tranquille. Pour moi, une île réussie de ce point de vue-là, c'est l'île de Bas, par exemple, en Bretagne. Mais Chausey, c'est la même chose. Chausey, ils ont décidé qu'ils contingenteraient le nombre de bateaux pour qu'il n'y ait pas trop de monde à la fois à la belle saison sur non pas l'île mais les îles, et je pense qu'ils ont profondément raison. Alors vous parlez du bateau pour Chausey, Hervé Hamon, précisément dans notre rapport aux îles, il y a une chose qui est essentielle, c'est le voyage vers les îles. C'est avant l'île, il faut prendre la mer, c'est un préliminaire important cette notion-là. Oui, j'ai déclaré hors champ les îles qui ont un pont. Par exemple, j'étais un peu ironique vis-à-vis de l'île de Ré, non pas qu'elle ne soit belle, elle est très belle, et en plus son histoire est à bien des égards à la fois fascinante et terrible, mais Monsieur Bouygues en a décidé autrement, et pour moi, ça n'est plus vraiment une île. Une vraie île, exige un vrai départ, et c'est en ça que
l'île est passionnante. Moi, je suis pas ilien parce que je suis pas né sur une île. On ne devient pas ilien. On peut devenir un amoureux des îles, on peut devenir un habitué des îles. Mais la littérature ilienne, par exemple, m'intéresse énormément. Je pense surtout à la littérature caribéenne, hein, les gens de la Guadeloupe, les gens de la Martinique, ou les gens d'Haïti, etc., que je tiens parmi les meilleurs littérateurs du monde. Là, ce sont des Iliens eux-mêmes qui nous racontent leur poésie, leur douleur, leur histoire, et je dirais aussi qui retournent notre langue et la mêlent à ce qu'ils appellent la créolité, enfin à l'apport du créole. Et bon, ça, ce sont des choses absolument magnifiques, et il faut faire le voyage pour y avoir droit. Très belle page sur les Iliens, précisément. Ils ont un regard particulier, ces Iliens. Ils ont une âme particulière, un caractère particulier. Un caractère particulier, incontestablement. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas deux îles pareilles, il n'y a pas d'île qui ne soit grande, et il n'y a pas d'île qui ne soit divisée. C'est-à-dire que les Iliens sont à la fois des gens qui font corps, qui sont très dépendants les uns des autres, qui sont solidaires, mais aussi ce sont des gens divisés ou partagés. Et cela, ça correspond à la géographie. N'importe quelle île a une côte au vent, une côte qui est livrée à la mer, au vent, etc., qui est généralement abrupte, déchirée. Et puis de l'autre côté, une côte sous le vent, qui est une côte douce. Et tout à l'heure, je parlais de l'île de Bas. D'un côté, il y a le grand phare et puis le champ de laminaire de la Bretagne-Nord, et puis de l'autre côté, c'est quasiment les Bahamas. Et toutes les îles sont partagées de cette manière. Toutes les îles sont à la fois unies et divisées. Et en ça, c'est évidemment quelque chose de tout à fait passionnant. Ce qui frappe dans votre ouvrage, c'est la diversité des histoires. On disait un peu au début les romances et les drames, mais on a l'impression que tout peut se vivre sur une île aux quatre coins du monde. Par contre, un peu toujours de manière excessive, comme si c'était un condensé de société. Je pense que les îles sont la plaque sensible de notre monde et de notre humanité. Si on pense par exemple au réchauffement climatique, pour les Iliens, pour beaucoup d'Iliens, c'est devenu pas simplement une urgence, c'est là. Par exemple, les îles Kiribati, ils sont en train d'envisager, dans le Pacifique, ils sont en train d'envisager leur évacuation. L'eau monte, et ils savent que l'eau va continuer de monter, et que leurs îles ne vont plus être habitables. Ils sont en première ligne, ils sont aux premières loges. Et donc, l'île, c'est à la fois un refuge, un cocon où on va profiter de la mer, de sa rumeur, des cocotiers, de la douceur, de la solitude, de la tranquillité. Et puis les îles sont aux avant-postes de tout ce qui nous tracasse. Cela fait des années que vous célébrez les embruns. On se souvient de Besoin de mer, qui est la Bible presque de la mer en 97, ou en tout cas des mots qui parlent de mer, l'abeille d'Ouessant, éloge de la marée, etc., jusqu'à ce dictionnaire amoureux, et toujours avec une certaine humilité, Hervé Hamon. Est-ce que c'est peut-être essentiel dans la manière d'aborder une île, d'aborder aussi la mer, que l'humilité ? Qu'est-ce que vous appelez l'humilité ? La simplicité, peut-être. Ah oui. Si vous voulez, par exemple, je ne me dis pas navigateur. J'ai pas mal navigué,
je navigue autant que je peux, mais non, je dis que je suis un plaisancier, c'est-à-dire que je fais partie des gens qui naviguent pour le plaisir. Même quand je me suis embarqué sur la Bayflound, qui est un remorqueur de sauvetage, donc c'est un bateau qui sort par tous les temps. Bon, là, j'étais avec des marins professionnels qui m'ont adopté très, très, très gentiment, très chaleureusement. Mais oui, je ne vois pas pourquoi. J'ai horreur de cette image du 19e, de l'artiste ou de l'écrivain qui voudrait que ça soit un phénomène. Je pense que l'art, la complexité, les choses surprenantes, étranges, appartiennent à tout le monde, et que nous autres, les écrivains, nous ne sommes que des truchements, mais que ce dont les hommes sont capables, c'est inépuisable. C'est un besoin, ces voyages, Hervé Hamon, à l'heure où la France est confinée. Pour vous, c'est un besoin, ces voyages, pour écrire, ces échappées depuis longtemps? Oui, mais entendons-nous sur ce qu'on appelle le voyage. Parce que, d'abord, je ne fais pas de voyage organisé. Quelquefois, je demande de l'aide. Parce que, par exemple, je suis allé beaucoup au Japon, et le Japon, c'est quand même un pays qui est pas facile à aborder. Et donc, j'ai un ami qui lui, a vécu là-bas pendant 30 ans, qui parle évidemment totalement la langue, qui est un japonologue. Bon, je suis allé à son invitation, et puis j'ai visité avec lui le Japon. Et bien sûr, j'ai appris beaucoup plus. J'ai pas un besoin de voyage au sens où je me rappelle une dame qui m'avait dit j'ai fait la Bolivie. Moi aussi j'ai fait la Bolivie. Je suis allé au Salar de Uyuni, qui est une mer de sel à 4000 mètres d'altitude, et où il y a des îles justement. Mais j'y suis allé, nous y sommes allés, ma femme et moi, tranquillement, parce qu'elle travaille dans ces régions, puisqu'elle est anthropologue. Et pour moi, le voyage c'est un déplacement qui fait partie de la vie. C'est pas c'est pas l'exotisme, quoi. C'est pas l'exotisme qui m'attire, pas du tout. En tout cas, ces îles sont belles et leurs histoires dans votre dictionnaire. Alors, c'est difficile de terminer cet échange, Hervé Hamon, sans vous demander quelles seraient les quelques îles que vous nous invitez particulièrement à découvrir, en tout cas vers lesquelles vous voudriez que l'on pousse notre curiosité. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Je peux pas faire. Il n'y a pas de palmarès chez moi. Mais heureusement. Quelques-unes que j'aime beaucoup, par exemple, c'est l'île de Sark, à côté de Guernesey, que j'aime beaucoup. C'est Chausey. Chausey, c'est une île incroyable parce que le marnage, la différence entre la marée haute et la marée basse est tellement fort, tellement puissant, quasiment le plus puissant du monde, hein, alors les gens de Chausey disent que à marée basse de grande marée, il y a 365 îles qui apparaissent et puis qui disparaissent ensuite. Bon, je les ai pas comptées, mais je trouve que c'est une île extraordinaire. J'aime beaucoup. Je suis allé en Polynésie, et il y a une île que j'aimais particulièrement, qui est l'île de Taha. Taha, c'est une île qui est moins sombre que, par exemple, les Marquises, c'est sombre. Hein. Taha, c'est une île vraiment, vraiment souriante, et se balader en bateau à la tombée au coucher du soleil devant Taha, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais peut-être que ce qui m'a le plus étonné, c'est le Groenland. J'ai eu la chance d'y aller avant la poussée touristique d'une part, et avant la débâcle, enfin le réchauffement assez brutal du climat. Et moi qui suis un Breton, et donc qui suis habitué à marcher au fond de la mer quand la mer est basse, ou bien à naviguer sur la mer, mais j'avais jamais marché sur la mer elle-même, la mer en dur. Et c'était quand même, j'ai un souvenir incroyable, incroyablement beau et incroyablement doux, beaucoup plus doux qu'on imaginerait.
de la baie de Disco et d'aller par exemple à la pêche avec un pêcheur, et on y va avec les chiens et on se déplace sur la mer. Et puis de temps en temps on s'arrête et avec un petit piolet on détache d'un iceberg un morceau de glace qui a 300 000 ans et on se fait un thé avec un petit réchaud. C'est quand même un souvenir pas facilement oubliable. Merci beaucoup Hervé Hamon, merci. Merci à vous, au revoir. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.